une déception pour vous, cette baisse de la mobilisation? Non, je ne dirais pas ça, parce que les chiffres qu'on a qui reviennent de province, ils sont tout à fait, je dirais, à la hauteur et tout à fait honorables. Ça veut dire que la colère, donc, elle reste bien ancrée et que les gens se sont mobilisés. Il y avait vraiment du monde dans les manifestations. Moi, j'ai quitté le cortège il n'y a pas très longtemps. Je suis désolé, mais j'étais dans la vraie vie aujourd'hui. Et très sincèrement, il y avait énormément de monde. Alors, les chiffres qu'on annonce, c'est 450 000. Oui. C'est à beaucoup Paris. moins selon la police, hein, évidemment. Oui, mais comme toujours. Donc, on ne va pas faire la bataille des chiffres. Simplement, moi, j'y étais et je peux vous dire qu'il y avait énormément de monde. Bon, la commission mixte paritaire a adopté le texte. Il revient devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, le mouvement se termine? Est-ce que vous vous dites, voilà, si c'est voté, si c'est adopté, c'est la fin du combat pour nous? Je ne peux pas vous répondre. À l'heure qu'il est, en ce moment, une intersyndicale se tient. Donc, et demain, il y en aura d'autres. Et je pense que c'est à ce moment-là que la décision sera prise et nous la prendrons tous ensemble. Mais vous souhaitez qu'il y ait d'autres mobilisations? Vous préférez dire, voilà, ça y est, le gouvernement a gagné ce soir? Écoutez, moi, ce que je souhaiterais, c'est que finalement, on réfléchisse encore un petit peu et qu'on décide malgré tout de retirer cette réforme. Et qu'on recommence au début, là où on aurait dû commencer, qu'on commence par discuter sérieusement de l'emploi, du travail, de l'emploi des seniors, et qu'une fois qu'on a fait tout ça et qu'on regarde ce qu'on peut améliorer, on s'inquiète de savoir s'il y a encore quelque chose à faire ou pas sur les retraites. Donc vous continuez à demander le retrait de la réforme, alors qu'elle va sans doute être adoptée demain? Depuis le début, nous on dit... Bon. Sa réforme, il la met sur l'étagère. On reprend la discussion sur l'emploi des seniors. Parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Quand vous demandez à des gens... Alors déjà, on va leur voler leurs 2 meilleures années de retraite. Qu'on soit clair. Hein. Ce sont les 2 meilleures années. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans pour les hommes, 65 pour les femmes. En bonne santé, je précise. Parce que l'intérêt de vivre jusqu'à 90 ans, si c'est pour ne plus pouvoir rien faire, il est limité. Non, mais si on est en bonne santé, mais si on est en bonne santé, c'est bien. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les chiffres, voilà ce qu'ils disent. Donc, ensuite, on ne peut pas raisonnablement reculer l'âge légal de départ alors qu'on a un nombre de gens qui ne sont plus en emploi déjà quand ils liquident leur retraite à 62 ans, important comme il l'est. C'est pas sérieux. Ce que vous avez dit, là, les 2 ans de vie en bonne santé qu'on vous vole, ça vous fait réagir, M. Petraszewski, Evert, Lord Petraszewski? Alors, Eric Woerth, allez-y. Monsieur le ministre, je vous en prie. Non, mais moi j'entends tout, si vous voulez, mais je veux dire que on le disait déjà à 60. Bon, quand on est passé à 62, c'est toujours le même discours. Et en même temps, les personnes défileraient en étant probablement encore plus en colère si on leur disait que leurs pensions vont baisser, qu'ils n'auront plus accès aux pensions telles qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'elles vont baisser de 5, de 10, de 15% régulièrement pendant toutes les années qui viennent. Ou si on leur disait que leurs impôts, et pas uniquement les impôts des riches, comme on dit, ou pas uniquement les impôts des entreprises. À un moment donné, c'est tout le monde. Que tout le monde verra ses impôts augmenter pour payer son système de retraite. Vous verrez, il y aura au moins autant de monde dans la rue pour contester ça. Et en même temps, ceux qui sont dans la rue, ils sont très attentifs et très attachés au système de retraite. Donc il faut juste revenir dans la vraie vie, comme vous dites, madame, vous avez bien raison. La vraie vie, c'est un système de retraite qui a des contraintes, qui est magnifique, qui est une garantie entre les générations d'équité, qui est magnifique, mais qui nécessite à un moment donné que certaines générations fassent un peu d'effort, et c'est ce qui est demandé. Et lorsqu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans, parce que un certain nombre de Français, même beaucoup de Français, ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans, comme ils ne pouvaient pas travailler jusqu'à 62 ans. Il y a beaucoup de dispositifs, comme on dit, en tout cas de possibilités. Vous nous confirmez une personne sur 4 qui ne faire. partira pas en retraite à 64 ans? Il y a 4 personnes sur 10 qui ne partiront pas à l'âge légal. 4 personnes sur 10. Donc c'est absolument considérable. Alors juste, on va aller du côté de l'intersyndicale, vous l'évoquiez, madame, qui est en train de se réunir. Éric de Ritmaten, vous êtes sur place avec Jean-Laurent Constantini. Il y a des suites qui sont déjà donnés au mouvement, il faut attendre un peu? Alors encore attendre un peu, ça va bientôt sortir. Hein. Ils nous ont accueillis là dans la salle, ils sont une trentaine, hein. C'est vraiment une très grosse réunion, ça discute ferme. Alors là, au siège du FSU, hein, je précise que le FSU, c'est le syndicat des enseignants, c'est le syndicat de la fonction publique en grande partie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça doit être très compliqué quand même pour eux de se mettre d'accord. Hein. On verra ce qui sort tout à l'heure de cette réunion. Mais quand vous voyez aujourd'hui la mobilisation, c'est vrai, elle a été faible. Hein. Rien qu'à Paris, où on attendait un très très grand mouvement, il y a eu 37 000 personnes d'après les chiffres que l'on a eus par la police.
La mobilisation est faible, 15% à la SNCF, très faible dans la fonction publique, et j'apprends qu'à EDF c'était un quart de grévistes. Donc vous voyez, c'est facile de vouloir continuer le mouvement et d'agiter le chiffon rouge, comme le disent certains syndicats plutôt extrêmes, comme la CGT. Maintenant, on verra sur le terrain comment ça se passera. Et puis aussi l'aspect financier, faire la grève, j'allais dire c'est bien gentil, mais encore faut-il pouvoir vivre pendant cette période, et plus on fait grève, moins on a d'argent. En plus, il y a une période d'inflation et de hausse des prix partout, c'est pas facile. Donc on attend. Sans doute dans 10 minutes, vous aurez déjà la tendance de la prochaine journée de demain. Et puis c'est demain soir que ça se jouera lorsque le vote, bien sûr, sera fait à l'Assemblée. Vous revenez vers nous, Éric de Ritmaten, Jean-Laurent Constantini. Monsieur Pietraszewski. Oui, c'est vrai. On est à un tournant pour les partenaires sociaux, en tout cas pour les organisations syndicales. Parce que aujourd'hui, elles ont, on l'a dit tout à l'heure, démontré à 8 reprises leur capacité de réunir sur un mot d'ordre, non 64 ans, le faire dans le calme, là pour le coup, je le dirais, dans une relative sérénité, même si les mots d'ordre pouvaient être assez véhéments, et ont montré qu'ils avaient toute leur place dans le fonctionnement de notre démocratie. Et il va falloir qu'ils choisissent aujourd'hui, parce que la démocratie a continué à fonctionner, elle a continué à fonctionner au Parlement, le Sénat et l'Assemblée vont se prononcer, vraisemblablement demain, on a entendu Éric Woerth, on ne sera pas surpris des votes demain, et donc je crois que la question qui vous est posée, à vous madame, et je pense que c'est pas facile, c'est comment vous pouvez capitaliser sur la façon dont vous êtes revenu dans le débat, et vous êtes revenu comme étant, je veux dire, collectivement responsable, et je crois que la question qui vous est posée ce soir, c'est est-ce qu'on continue alors que sur le fond, vos mandants, enfin je dis ça sans taquinerie, moi j'en croise aussi quelques-uns dans ma vraie vie à moi, Armentières, est-ce que vos mandants vont vous dire, bon ok, on a dit ce qu'on avait à dire, on l'a fait avec force, avec courage, maintenant essayons de gagner sur d'autres combats, d'autres choses, essayons d'être dans une négociation qui, je l'espère pour vous, pourra être fructueuse avec le gouvernement sur des sujets que moi j'appelle de mes voeux, l'emploi des seniors et la pénibilité. Je pense que c'est là que vous avez un choix à faire collectivement entre ceux qui ne voudront pas aller sur cette deuxième étape, ou en tout cas pas tout de suite, et ceux qui auront envie d'aller sur cette deuxième étape. Et je pense que c'est ça le débat de ce soir pour les organisations syndicales. La réponse d'Hélène Fauvel de FO. Alors moi j'aurais tendance à vous dire que c'est un peu prématuré, qu'on va attendre demain soir. Bien sûr. Un peu, déjà un peu savoir trop ce qui tôt va pour se passer. Bon, au Sénat, le doute n'est pas moyen. Sur l'Assemblée nationale, c'est pas encore fait. Alors, donc partant de là, nous on prendra notre décision collectivement. Comme ça a déjà été dit par d'autres représentants syndicaux que moi ou que d'autres représentants que de Force ouvrière. Et je pense qu'à ce stade, on va attendre. Bon, demain, il y aura encore des actions et on verra. Ceci étant, ça n'est pas parce que la mobilisation s'arrêterait que la colère dans les esprits, elle disparaîtrait. Et que nous aurions bien préféré, vous savez, on ne fait pas grève par plaisir, on défile pas dans les rues 2 fois par semaine par plaisir. On a aussi de temps en temps autre chose à faire. Moi, je trouve un petit peu dommage qu'on en soit arrivé là. Il suffisait d'inverser le calendrier. Cette réforme, elle n'était pas urgentissime au point de ne pas prendre le temps de discuter sérieusement des dispositifs que l'on pouvait mettre en place pour améliorer l'emploi des seniors. Je rappelle, et ça n'est pas nous qui le disons, c'est l'Université d'Aix-en-Provence, 10 points de mieux sur l'emploi des seniors, c'est 50 milliards de recettes supplémentaires à l'horizon 2030. Donc on aurait peut-être pu commencer par discuter sérieusement de ça. La réponse d'Éric Woerth, et après on part sur le terrain. On peut être d'accord là-dessus. Bien sûr qu'il faut discuter de l'employabilité des seniors, de la transformation de l'outil de production dans les entreprises, les petites comme les grandes, permettant d'accompagner ce vieillissement au travail, l'âge au travail, les reconversions professionnelles, le droit du travail, tout ça doit être passé en revue, mais c'est pas un préalable à une réforme des retraites. C'est juste pas un préalable. Ce sera fait. Et ça doit être fait. Et ce sera fait. Mais en même temps, le modèle de retraite, il existe, quoi. Et s'il marche pas, il faut bien le modifier. Mais évidemment, la société française doit évoluer. L'horizon de l'âge change. Tout ça va être fait. Il y a une loi travail et plein emploi qui doit être présentée par Olivier Dussopt dans les semaines qui viennent. Et cet accompagnement, il va se faire au fur et à mesure. Mais en même temps que l'augmentation de l'âge va se faire progressivement. Personne ne va travailler à 64 ans à partir de l'année prochaine.
Donc tout ça va laisser du temps. En réalité 2023, oui, il fallait réformer ce système de retraite. Okay. Vous avez raison, il faut être prudent sur le vote demain. On ne peut qu'être prudent sur ce vote. Vous appelez encore vos copains de chez les LR là pour qu'ils votent ou pas? Non, mais moi j'en ai appelé aucun parce que tous ceux avec qui je suis, non, au contraire, j'ai en majorité plus de copains que pas de copains, et tous ces copains-là, ils votent le texte parce qu'ils savent bien que c'est LR. En responsabilité. C'est des vrais copains qui votent le texte. Monsieur Beurre, pardonnez-moi. Alors, Eric, juste un instant, parce qu'on va devoir partir sur le terrain, je passe la parole ensuite. On va rejoindre Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Le cortège est arrivé place d'Italie, Jeanne. Il y a moins de monde que lors des précédentes mobilisations. Il y a des déceptions chez les manifestants ou pas? Oui, on peut parler d'une petite déception, évidemment, Laurence, quand on interroge ici les manifestants, quand on leur parle du nombre de personnes qui étaient mobilisées ici pour cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais ce qu'ils nous disent principalement, ces manifestants, eh bien, c'est qu'ils ne comptent pas lâcher. Ils nous disent même si le projet de loi est adopté. Et quelle que soit d'ailleurs la manière dont le projet de loi sera adopté, que ce soit par le vote ou bien par le 49.3, eh bien, ils comptent continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme. Ils y croient encore finalement quand on discute avec eux. Ils nous disent d'ailleurs que demain, ils vont aller pour la plupart devant l'Assemblée nationale pour protester une nouvelle fois. Ils iront aux côtés des principaux leaders syndicaux, puisque Laurent Berger a annoncé un petit peu plus tôt qu'il irait manifester, protester contre cette réforme des retraites devant le Palais Bourbon demain après-midi. Et donc la majorité des manifestants qui sont présents ici nous disent « Je suis prêt à de nouveau être en grève demain, à de nouveau perdre une journée de travail pour aller protester encore une fois contre cette réforme des retraites. » Merci beaucoup Jeanne Cancard, Fabrice Elsner pour ces explications. Vous voulez poser une question à Eric Cordel, après je passerai la parole au commissaire Vallée. Il me semble, pardonnez-moi, oui, je n'ai peut-être pas bien compris, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Mme Fauvel sur l'urgence de mettre en place cette réforme vu le contexte social. Alors, il y a peut-être une réponse, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'il y a une pression de Bruxelles. Parce qu'en réalité, la réforme des retraites dans plein de pays, en Espagne par exemple, avec un gouvernement de gauche, qui vient de taxer davantage les hauts salaires, elle est exigée par Bruxelles pour mettre en place le fameux plan de relance pour les pays après la crise Covid. Donc peut-être qu'une des explications de l'urgence, là, à faire cette réforme, vu le contexte, c'est qu'il faut montrer patte blanche budgétaire à Bruxelles. La réponse d'Éric Woerth. Non mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Oui. Le sujet n'est absolument pas celui-là. Le sujet, c'est le système de retraite. Vous ne pouvez pas avoir le Conseil d'orientation des retraites, je sais bien que tout le monde tombe dessus, parfois à juste titre, mais c'est le seul organisme qui fasse des projections. Le directeur du corps a dit exactement qu'il n'y avait pas d'urgence. Oui, mais il faut qu'il lise son rapport, ce serait mieux, et qu'il en tire les justes conclusions, sinon il faut qu'il fasse autre chose. Je veux bien. Les déficits du système de retraite commencent dès 2023 et se poursuivent pendant 20 ans. C'est exactement, quasiment quels que soient les scénarios, sauf un scénario extrêmement optimiste qui n'arrivera jamais. Donc évidemment, un gouvernement responsable, il regarde ça, il laisse pas les choses aller. Vous ne pouvez pas laisser les choses aller parce qu'à ce moment-là, vous les laissez se dégrader. Et à un moment donné, vous allez devoir faire ce que vous avez pas voulu faire tout de suite. Vous allez le faire demain dans des conditions encore pires, parce que la marche, elle sera tellement haute que vous allez demander des efforts bien plus importants. Il y a une affaire de responsabilité là-dedans. Il faudra le faire demain en 2027. Il y a une affaire de responsabilité, mais c'est toujours demain. Mais tout ce qui est difficile doit être mis à demain. Moi, c'est pas du tout ma philosophie et c'est pas celle du gouvernement. Alors, Madame Fauvel de FO, vous voulez répondre? Oui, rapidement. Donc, moi, je partage un petit peu ce qui vient d'être dit par monsieur. Je pense que oui, il fallait donner des gages. Alors, laissez-la parler. Pas seulement à Bruxelles, il fallait en donner aussi au marché financier. Ça aurait peut-être été bien de dire la vérité dès le départ. Après, sur l'équilibre du régime, on ne peut pas décemment, me semble-t-il, assécher les recettes par des exonérations de cotisations continuelles. En 2021, rien qu'en 2021, alors d'accord, il y avait la Covid, mais en moyenne, 150 milliards d'aides publiques aux entreprises sans contrepartie ni conditionnalité. En 2021, il y a eu 51 milliards d'allègements de cotisations. 51 milliards. Et 45 milliards d'allègements sur l'impôt sur les sociétés, sur le régime des grands groupes, le régime FIMER et intégration fiscale. Et ça s'adresse plutôt aux grands groupes et pas aux petites entreprises qui créent de l'emploi. Pardonnez-moi, je termine. Pardon, allez-y madame. Cette réforme est injuste parce que les seuls efforts sont demandés aux travailleurs. Pendant que, sur 2 exercices budgétaires, on supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 18 milliards. Alors, dans le budget de l'État. Alors, M. Pietraszewski...
sans doute plus pertinent que moi, mais je fais juste de mémoire pour répondre aussi un peu à Éric Revel. N'oublions pas quand même que le système des retraites était en déficit de 2008 à 2019, donc là on a tous fait crédit, une dizaine de milliards par an, parce qu'en fait on fait comme s'il allait être en déficit en 2023, mais qu'il n'avait jamais été avant. Pas du tout, je vous invite à regarder la réalité de ce régime-là. Donc ça veut dire que là on a fait de la dette, du crédit, une dizaine de milliards par an pendant un peu plus de 10 ans, ça fait quand même 120 milliards, qui a été payé par nous tous, on le dit, c'est collectivement, puisqu'il fallait bien équilibrer tout cela. Et puis la deuxième chose, sur le fond, c'est que, évidemment, moi je comprends ce que vous dites, madame, au regard d'un équilibre. Oui, on fait des exos de charges, et en même temps, il faut faire rentrer de l'argent. Il faut aussi peut-être se dire, regardons quel est le niveau de notre taux de charge en France au regard de nos voisins, compte tenu de la course à l'emploi qu'il nous faut mener. On voit bien qu'il fallait rééquilibrer ça, et comme on le fait, et tant mieux, moi je suis pour, tout en préservant notre modèle social, puisqu'on y est tous très attachés, il faut bien qu'on mette des sous dans le modèle social. Donc il faut qu'on choisisse à un moment donné où on met des sous dans le modèle social qu'on a tous envie de préserver, moi aussi, donc je suis d'accord avec ça, mais à côté de ça, il faut qu'on travaille un peu plus. C'est ça l'équilibre au final. Quand vous dites c'est les travailleurs qui sont toujours les travailleurs, mais nous sommes tous des travailleurs. C'est ceux qui travaillent qui payent les retraites de ceux qui travaillent plus. Enfin, c'est le principe même du régime par répartition. Donc c'est pas choquant de demander aux travailleurs d'une manière générale, à la France qui travaille, de faire un effort pour pouvoir payer les retraites et surtout pour elle-même recevoir les retraites auxquelles elle a le droit et ne pas avoir les contributions des uns et des autres. Vous êtes membre d'un syndicat, vous gérez une grande caisse complémentaire comme la GIRC et l'ARCO. Vous passez votre temps à dégrader le niveau des rémunérations sans en parler à personne. Vous augmentez les malus. On ne peut même pas partir à 62 ans sans avoir un malus. Enfin, donc, honnêtement, je voudrais bien que vous soyez sérieux avec l'argent du régime général. Un mot de Madame Fauvel. Les régimes juste que une information, Éric Woerth, qui nous parvient de l'Élysée. Emmanuel Macron réunit ce soir Elisabeth Borne et les ministres concernés. Donc ça veut dire que c'est veillée d'armes ? C'est pas une veillée d'armes, c'est une préparation de la journée du lendemain. Donc il y a quand même un peu de... Du vote ou du 49-3. Oui, c'est ça. C'est la décision de la stratégie à adopter demain. L'ordre du jour, mais on voit bien que demain on s'achemine vers un vote important, qu'il y a eu aujourd'hui un point... quand même un vote très important. Il y a deux votes positifs fondamentaux. Il y a le vote du Sénat qui est un vote positif et il y a un vote positif de la commission mixte paritaire. Donc il y a bien des votes positifs. Donc demain, c'est à l'Assemblée, ou d'abord au Sénat demain matin et demain après-midi à l'Assemblée nationale de se prononcer. Il me semble assez naturel que le président fasse un point de la situation avec sa ministre et les ministres qui sont concernés. Ils vont dire, allez, X va voter, Y va voter, Z va voter. Ils vont parler, ils vont regarder, ils vont mesurer les risques, ils vont regarder ce qui s'est dit en commission mixte paritaire, ils vont faire un point, ce qui est, me semble-t-il, assez naturel. Mais c'est une information importante, cette réunion ce soir à l'Élysée entre la Première ministre et les ministres concernés. Madame, vous vouliez répondre à M. Woerth. Non, Monsieur le ministre, si vous permettez, très honnêtement, oui, les travailleurs, tout le monde travaille. Sauf qu'avec toutes ces exonérations de cotisations qu'il y a eu depuis des années, celui qui travaille et qui paie des impôts, eh bien, sa protection sociale, il la paie deux fois. Il la paie par ses cotisations et il la paie par ses impôts qui, jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien les impôts qui nourrissent le budget de l'État. Les exonérations de charges permettent en fait l'emploi. De cotisation. De cotisation. Elles permettent, vous avez raison, de cotisation. Elles permettent l'emploi. Elles permettent l'emploi de ceux qui aujourd'hui, dans lequel... Parce que le niveau moyen, le SMIC aujourd'hui, on a beaucoup de mal à vivre avec un SMIC. Beaucoup de mal. Et pourtant, il est bien plus important que le salaire, que le salaire minimum d'autres pays. Et il y a un moment donné, vous avez... Oui, mais pour être compétitif, ça va être compliqué. D'autres pays de même nature que le nôtre. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut bien exonérer pour que le salaire reste compétitif. Et s'il ne restait pas compétitif, les exonérations de charges, elles ont permis de maintenir beaucoup d'emplois et de créer beaucoup d'emplois en France. Beaucoup d'emplois. C'est pas... vous le dites. Écoutez, ça a été en tout cas extrêmement efficace et on voit bien qu'aujourd'hui, l'emploi en France se porte beaucoup mieux. J'espère que ce sera sur longue durée. Karim Zerebi, vous voulez intervenir ? Demain, c'est un grand moment sur le plan social parce que cette réforme, soit elle passe à l'Assemblée nationale par un vote des parlementaires, soit c'est le 49.3, et je pense que la position intersyndicale sera peut-être pas la même en fonction. Mais c'est aussi un moment politique. Parce que si demain elle passe par le vote des parlementaires, de mon point de vue, il y a une forme de reconstitution du clivage droite-gauche très clairement qui va s'effectuer dans le pays. Avec un centre et une droite républicaine
qui aura voté en faveur de cette réforme et une gauche qui se sera totalement opposée, avec un RN, anciennement Front National, qui s'est toujours opposé à la retraite à 65 ou 64 ans. Donc ça veut dire que ces dernières années où on a vu un paysage politique un peu éclaté et fragmenté, si demain c'est les parlementaires qui votent cette réforme, on aura une reconstitution du paysage politique que nous avons connu quelque part en termes de logiciel des uns ou des autres. Si ça ne passe pas, ça veut dire qu'on continuera dans la fragmentation de la vie politique française. Une petite information qui concerne la grève des éboueurs, notamment dans la capitale. La préfecture de police avait demandé à la mairie de Paris de faire des réquisitions pour nettoyer les chaussées qui croulent sous les détritus. Anne Hidalgo ne donne pas suite à la demande de réquisition de la préfecture de police. Elle soutient le mouvement. C'est-à-dire qu'elle soutient le mouvement et qu'elle n'enverra pas les camions donc ramasser les ordures. Je vous vois réagir, Éric Woerth. Mais oui, parce que je vois bien que la mairie de Paris elle essaie de rentrer là-dedans en disant on n'a qu'à retirer la réforme et on retirera les ordures. C'est évidemment scandaleux. C'est une décision totalement irresponsable. Il y a des problèmes de santé publique et les problèmes de santé publique, ça vaut toutes les réquisitions du monde. Évidemment on ne peut pas. La grève ne permet pas de mettre en difficulté ou en danger la santé des enfants, la santé des Parisiens. C'est évidemment pas acceptable. C'est presque honteux comme décision. Et la société de traitement des déchets de Richebourg arrête les collectes pour risque sanitaire d'urgence qu'elle effectuait à la demande de la mairie. La mairie de Paris nous avait déjà habitués à des rues extrêmement sales. Là, c'est le pompon. Et honnêtement, elle fait pas son travail, quoi. Elle est aux abonnés absents, complètement aux abonnés absents. Elle se trompe totalement de combat. Elle est maire, elle n'est pas députée. Elle n'est pas présidente de la République. Elle n'a même pas fait 2% aux élections. Donc franchement, qu'elle réquisitionne, que ces monceaux d'ordures soient retirés, que je respecte la grève, mais pas au détriment de la santé des enfants. Là-dessus, Madame Fauvel, de FO, vous avez quelque chose à dire ? Oui, j'ai quelque chose à dire. Je pense que les éboueurs, ils vont travailler 2 ans de plus. Et je parle bien de ceux qui sont agents de la mairie de Paris. 57 ans, ils passent à 59, voilà. Ceux qui travaillent pour les sociétés privées, ce sera 64 ans. Comment on va faire ? Et c'est à 50%. Et à 50%, ce sont des sociétés privées. Les critères de pénibilité. On en a supprimé beaucoup de critères de pénibilité. Non, ils sont de toute façon réintroduits dans les dispositifs d'aide, etc. On n'a pas le temps de les réexpliquer. Mais il y a beaucoup de critères de pénibilité qui vous permettent de partir plus tôt. D'ailleurs, le compte de pénibilité, etc. le permettra. Donc vous pourrez partir 2 ans plus tôt. C'est toujours le permettra. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on dise qu'on était d'accord avec la réforme des retraites, signer un chèque en blanc au gouvernement et on discutait de tout le reste. Mais pas un chèque en blanc, le texte il est précis, madame, le texte il est précis, il dit les choses. Non, il n'y a pas de décret d'application. Moi, une loi, vous voyez, je regarde ce qu'il y a dedans. Mais vous ne pouvez pas regarder les décrets avant la loi. Non, mais on aurait pu quand même se mettre d'accord avant sur un certain nombre de choses.